Donc en fait là je sais l'heure qu'il est, juste un regard. Quelle formation tu fais pour devenir joaillier ? C'est-à-dire quand on est passionné, on a envie de tout faire. Pourquoi avoir choisi le nom Gablin ? J'ai eu un accident de moto relativement grave où j'ai eu la jambe coupée. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un maître joaillier qui façonne des pièces uniques depuis plus de 30 ans avec passion, précision et audace. Dans son atelier à Biarritz, Origine Atelier, il a donné vie à des créations de haute joaillerie innovantes, élégantes, parfois même totalement atypiques. Et puis un jour, cette quête d'excellence a pris une nouvelle dimension, une montre au design singulier avec un porté décalé. Une grande innovation horlogère de notre époque, le modèle Cartel de Gablin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Voix Haute avec Florent Tremolosa. Bonjour, Florent Tremolosa dans Magma Voix Haute. Tu es né à Lyon en 1967, dans le plus vieux quartier de la ville. Peux-tu nous décrire l'ambiance dans laquelle tu as grandi ? Déjà, j'ai grandi dans une ambiance des années 70, donc c'était un peu rock'n'roll avec des parents très modernes, je pense, et voilà, dans une belle ville lyonnaise où on mange bien, donc c'était pas mal. Ensuite, ça a été un peu la banlieue lyonnaise avec plus de campagne, avec orienté sur le département de l'Ain, voilà, avec un père qui a monté une société de transport sur Lyon. Et voilà, tout a démarré là. Et j'étais pas voué à être un jour joaillier, mais ça a été le début d'une vie plutôt sympa. À quoi ressemblait ton quotidien d'enfant à cette époque ? C'était ou dehors ou du dessin, en fait. Je dessinais tout le temps. C'était plutôt calme parce que mon frère était plus grand que moi. Lui était déjà sur les routes avec mon père. Voilà. Donc moi, j'ai été plutôt, on va dire, coucouné jusqu'à une certaine période qui a été un peu plus difficile, mais coucouné jusqu'à mes 10 ans. Tu disais que tu as d'abord vécu dans le centre de Lyon, puis après dans la banlieue. Tu as beaucoup déménagé ? Ça a été un peu l'histoire de mon enfance. En fait, c'était des déménagements répétitifs de par la profession de mon père et puis les aléas de la vie, leur vie à eux, quoi. Mais on suivait, quoi. C'est-à-dire leur vie ? Une vie un petit peu pas de cigale, mais une vie voilà, comme peut-être qu'il y en avait beaucoup à l'époque, avec des voitures de sport, des constructions de maisons, enfin bon, des choses un peu... une nouvelle génération dans ces années-là, c'était on sortait des années fin 60, donc c'était assez rock'n'roll. Donc voilà, je pense qu'il y avait tout à faire à cette époque-là. J'aurais bien aimé être plus grand, d'ailleurs, connaître cette ambiance-là. Enfin, moi, je l'ai connue petit, mais j'ai pas... Voilà, et ensuite, il s'est trouvé que on a redéménagé une fois de plus. Donc, je dis souvent, j'ai pas fait une entrée d'école où je l'ai fini. Donc, ça a été... pour moi, l'école, ça a été un enfer. Pas un enfer, mais ça a été compliqué. Avec donc ces déménagements, avec un déménagement dans le sud-est, voilà, et puis j'avais toujours mon point d'attache c'était quand même chez mes grands-parents paternels, que j'aimais beaucoup, et en fait heureusement, c'est pas l'enfer non plus, hein, j'ai pas été battu, tout allait bien, mais je sentais qu'il y avait quand même des choses qui se passaient dans la vie familiale qui était pas normale, dans le sens où c'était un peu chaotique. Donc ton grand-père a joué un rôle essentiel dans ta vie et même dans l'histoire de Gablin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, je vais pas repartir sur mon enfance, mais en fait, à mes 10 ans, mes parents se sont séparés. Ça a été un cataclysme, voilà, un peu dans la famille. Ma maman est partie, donc je suis resté avec mon papa, avec mon père qui en fait savait plus trop quoi faire de moi, parce que j'étais un peu le boulet de la famille. J'étais pas en âge en fait de voler de mes propres ailes, donc à 10 ans et j'ai été chez mes grands-parents. Et finalement, heureusement, parce que il y a eu des moments très difficiles, parce que quand on est
Quand on est enfant, c'est une déchirure qui est dure, quoi, hein, parce que je voyais plus ma mère à cette époque-là. C'était un peu la guerre, même assez fortement la guerre. Mais mes grands-parents, il y avait une stabilité, mais ils avaient de tout petits moyens, et donc on vivait dans un F3 avec donc mes grands-parents et mon arrière-grand-mère qui était née en 1896, donc qui avait à l'époque déjà un certain âge, mais qui avait vu tellement de choses et qui avait une ouverture d'esprit incroyable. Un grand-père qui était mécanicien de métier, mais qui avait commencé dans les vélos, qui avait continué dans les motos, dans les voitures, qui a été chez Citroën, même avant, il a été dans les bateaux, les sous-marins. Il a fait 9 ans sous-marinier, mécanicien, pendant la guerre. Il s'est engagé. Pardon, il s'est engagé. Et donc, à ce moment-là, quand on se retrouve avec des gens quand même beaucoup plus âgés, et une grand-mère en plus qui était très protectrice de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc il y avait un côté difficile de ne pas voir ses parents, parce que mon père, je le voyais à travers un grillage d'autoroute quand il passait sur le chemin. Donc il me faisait un bisou et il repartait, et moi je repartais avec mes grands-parents. C'était pas cool. Mais chez eux, quand même, il y avait une stabilité. J'ai dormi dans le canapé pendant pas mal de temps. Après, ils m'ont fait une petite chambre dans le salon. Enfin bon, ça a été un peu du camping, mais tellement bienveillant. Et cette arrière-grand-mère qui avait tenu un hôtel-restaurant, qui avait vécu les deux guerres, et qui a eu des enfants déportés. On était au pied du Vercors en plus. Et moi, j'étais plus à Lyon à cette époque-là. Mes grands-parents étaient de Valence, dans la Drôme. Et voilà, et ces grands-parents-là, mon grand-père qui était un monsieur incroyable, alors même pour vous dire, c'était même pas mon vrai grand-père, c'était même pas le vrai père de mon père, mais c'est lui qui m'a fait grandir, quoi, hein, qui était très fort en maths, qui était très fort en littérature, qui était très fort en écrit, avec un savoir dingue, et il voulait pas que je fasse mécanicien. J'étais plus voué à être routier, mais ce qui m'aurait certainement plu, hein, parce que d'être sur la route, c'était plutôt sympa. Mais en fait, je dessinais tout le temps, je me renfermais assez souvent sur moi-même. L'école, j'arrivais plus à suivre, j'étais vraiment largué toutes ces années compliquées et de déménagement, et le sud-est, et en fait, on me trimballait un peu de droite à gauche, et donc je me réfugiais souvent dans le dessin, donc j'étais plutôt assez solitaire. Et donc le dessin, mon grand-père, voyant que j'aimais dessiner, je démontais des réveils, enfin... Il m'a mis dans une école de dessin à Valence, qui était une annexe des Beaux-Arts. Donc j'ai fait quelques années là-bas de dessin. J'étais avec des adultes, mais je dessinais avec eux. Donc il m'amenait de partout. Donc il avait ce côté un peu, où à moto ou à voiture, mettre sa montre sur le côté, par-dessus son blouson pour voir l'heure, en fait, pour conduire, pour sa vie. Sa vie active. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette montre qui est un peu un hommage, mais on va y revenir, je pense. On va y revenir un peu plus tard. Quelle formation tu fais pour devenir joaillier ? Alors moi, j'ai vraiment commencé, maintenant ça n'existe plus, j'ai commencé je suis rentré à l'école de joaillerie, donc on a fait pas mal d'écoles, j'ai failli être... miroitier, j'ai failli être carrossier, j'ai failli être... Enfin, j'ai tout essayé. Avec lui, il m'amenait partout, et il allait voir les directeurs, il sonnait, les directeurs d'école, et il leur demandait que je voie et que j'essaye. Enfin bon, et ils ont tous joué le jeu. Jusqu'au jour où je suis rentré dans une école, il y avait une école de joaillerie pas très loin. Et là, ça a été le déclic. Il y avait du dessin, c'était de la micro-pièce, j'avais l'impression de faire des Legos, quoi. Donc, ça me correspondait. Et puis, de fil en aiguille, je suis rentré dans cette école-là à 14 ans. 14 ans. Et puis, en fait, les formations, elles sont c'est surtout sur le tas, mais en fait, on passe 3 ans à passer un CAP de bijoutier, donc on apprend à travailler le métal, l'or, les matières.
Et puis après, on fait une option en joaillerie. Donc, c'est là où on apprend à mettre les pierres, parce que la différence entre un bijou et la joaillerie, la bijouterie et la joaillerie, le bijou, c'est le métal, et la joaillerie, c'est quand on commence à y mettre des pierres dessus. Ça devient de la joaillerie. Puis quand on met de très, très belles pierres dessus, on appelle ça de la haute joaillerie. Donc, tout ça, on l'apprend à l'école. Et puis après, c'est des formations, dans des entreprises, quoi. Donc, je suis sorti de l'école avec mes 2 CAP. Joaillier et bijoutier joaillier, et ensuite j'ai intégré une usine pas très loin de chez moi, où là j'ai travaillé 6 ans dans une grosse société où on était 100 joailliers. Quel a été ton premier bijou, ou celui dont tu as été le plus fier? Ta première pièce? C'était une bague pour ma grand-mère. C'était un cadeau? Ouais, c'était un cadeau, c'est une surprise. Ouais. À quel âge tu l'as créé, celle-là? Je sais pas, je dois avoir 14 ans. Oui. En arrivant à l'école. 14-15 ans, oui. Dans l'année de mes 14-15 ans, ouais. Est-ce qu'à cette période, tu avais une passion particulière? La moto. T'as La moto, commencé ça a tôt? toujours été... la moto, le dessin, les beaux-arts, l'architecture, ça a toujours été et ça l'est toujours. Et t'as commencé tôt la moto? À la moto, dès que j'ai pu monter dessus, je crois que ma première c'était un TY50, je devais avoir 13 ans. J'ai toujours eu les motos avant l'âge, mais... Est-ce que tu peux nous parler de ton premier travail? Mon premier travail, ça a été dans une société où on était une centaine de bijoutiers, où on travaillait aux pièces, on fabriquait beaucoup de chevalières en fait. À l'époque, c'était le bijou, on va dire, emblématique avec les plaques en or. Enfin, à cette époque-là, il y avait... C'est typique, ouais. Voilà, des grosses pièces bien lourdes en or. Enfin, ça faisait partie des années début 80, quoi, fin 70-80, enfin même 80. Et je suis rentré dans cette société en tant que bijoutier. Voilà, j'étais payé aux pièces, c'est-à-dire plus je travaillais, et plus je sortais de pièces. Et j'ai travaillé avec des gens incroyables qui avaient 45 ans de métier, et qui m'ont appris la rapidité, la dextérité. À l'époque, tous les bijoutiers étaient habillés avec une cravate, une blouse blanche. Ah. On était... Pour travailler directement sur les métaux en cravate? Ouais. D'accord. Ça faisait partie il y avait un directeur qui nous regardait d'en haut enfin, on était, c'était vraiment un travail... l'atelier en lui-même était vraiment très atypique. Ouais. Du coup, c'était classe et propre également, alors? C'était classe et propre, oui. C'est une petite anecdote, mais avec les balayures de l'époque, les balayures, je parle quand on nettoyait le sol, ça payait les congés payés de 100 personnes, quoi. Ah ouais. En limaille, Impressionnant. Voilà. Avec les restes, en déchets. fait, les déchets de balayures, bijoux. on appelle ça, nous, dans le D'accord. métier. Donc ouais, c'était une belle société. J'ai commencé aux pièces, donc ce qu'on appelle aux pièces. Et ensuite, j'ai gravi. Puis j'étais avec le maquettiste. Et j'ai fini maquettiste dans cette société-là. Maquettiste, c'est la personne qui dessine? La maquettiste, c'est la personne qui dessine, qui crée et qui fait le prototype, en fait, la première pièce. Et avant qui que ça passe soit- après en série, quand là, c'était de la série. Donc, ouais. Et là, j'y suis resté 6 ans. À 19 ans, ta vie est complètement chamboulée avec la moto. Tu peux nous raconter ce passage? J'ai eu un accident de moto relativement grave où j'ai eu la jambe coupée. Et de cette jambe coupée, je suis resté... ça a été très... j'ai été un des premiers regreffés, en fait. Donc c'est ma jambe, toujours ma jambe. Quelle jambe? C'est la jambe gauche. Ok. Voilà, j'ai essayé d'éviter une voiture qui m'a chargé. Je roulais un peu vite, avec ma fiancée de l'époque, et en fait, j'ai pas pu l'éviter, il faisait nuit, enfin bon, je vais passer les détails. Donc il m'a pris sur le côté, il m'a coupé la jambe gauche et une partie du bras bien esquintée aussi. Et j'ai été sauvé parce que la jambe était coupée, l'artère fémorale était coupée, mais à l'effet Garot, le bas de ma jambe en fait était plié dessous mon corps. Et ça a pincé l'artère fémorale et ça m'a sauvé la vie. De là, mon père, quand il a appris l'accident, leur a demandé de faire le maximum pour essayer de maintenir en vie et de faire le maximum pour que je puisse garder ma jambe. Donc ils m'ont mis dans le coma 1 mois. Ils m'ont regreffé la jambe. Donc, j'ai eu un fixateur externe donc des broches qui sortaient de la jambe pendant 1 an, sans savoir s'ils allaient amputer ou pas.
Puis entre-temps, j'ai eu une infection dans l'os qui est... voilà, je suis resté 1 an en fauteuil roulant, j'ai appris à marcher, voilà, et petit à petit, j'ai récupéré ma jambe est là. Donc, je ne suis pas tout à fait droit, mais j'ai ma jambe. Voilà, et ouais, c'est une partie de ma vie. Moralement, 20 ans, on pense qu'on est indestructible, donc j'ai pas pensé une seule seconde déjà que j'allais y passer, et j'ai toujours été persuadé que j'allais remarcher. J'ai été beaucoup soutenu. Après, à l'époque, voilà, 19 ans, 20 ans, j'ai eu l'accident de 19 ans, j'ai fêté mes 20 ans tout embroché. Et on a beaucoup de copains à 20 ans, donc voilà, ils venaient. Enfin, j'ai de bons souvenirs. En fait, la mémoire fait qu'on oublie. Hein. On regarde que les bons. Même la douleur, je m'en souviens, mais donc je suis passé quand même 17 fois au bloc, et je me souviens de tout, et de l'accident, de tout. Mais aujourd'hui, si j'y pense, c'est vraiment les bons souvenirs, les copains qui passaient par la fenêtre pour revenir, pour amener à manger un McDo. C'était le début de McDo, tu vois, donc c'est par la fenêtre, hein, voilà. Et à la base, t'étais censé pouvoir remarcher d'après les médecins ? D'après les médecins, ils n'étaient pas trop sûrs. Je l'ai su après, mais ils n'étaient pas... Non, l'amputation, vraiment, ça a duré pratiquement entre 1 et 2 ans, vraiment, sans savoir si j'allais pas être amputé, parce que j'avais une infection dans l'os. Ah oui, quand même. Parce que l'os avait tout traîné dans la terre, donc la moelle était infectée, quoi. Mais tout va bien. Est-ce que depuis ce jour-là, après ce genre d'épreuve, est-ce qu'on vit différemment, par exemple, comme si chaque jour était le dernier ? On parle souvent de ça. Après, je pense que la vie reprend le dessus. Alors oui, on avait peut-être une autre philosophie de la vie qui est plus... on sait que ça peut arriver. Je sais que j'ai... Alors, c'est sans prétention aucune, mais je sais que j'ai pas peur de mourir. Je sais que dans un accident... oui, ça fait mal, parce que j'ai eu mal, mais je veux dire, le corps est tellement incroyable que on oublie, enfin, on sent pas, quoi. Donc, après, vivre comme si c'était le dernier, non, j'ai toujours des soucis au quotidien, et ça fait partie de la vie, mais oui, on prend peut-être la vie un peu différemment. Ouais. On avance un petit peu dans ta vie. Tu arrives quand au Pays Basque ? Après cet accident, j'arrête de bosser là où je bossais. Il m'avait repris. Entre-temps, j'avais acheté un bateau. Enfin, voilà, j'ai eu une vie de jeune, quoi. Une époque où j'allais pas trop bien, je viens au Pays Basque, donc j'ai 22 ans. Ouais, tout juste 22 ans. Je prends un vol, il y avait un vol Lyon-Biarritz à l'époque. Enfin, il existe toujours, mais c'était une autre compagnie. Et puis, et je découvre Biarritz. En fait, je connaissais beaucoup le sud-est et toute la partie méditerranéenne de la France, mais très peu ce coin-là. Et là, ça a été le déclic. À 20 ans. Je sortais de 2 ans d'hôpitaux. Et je vois cet endroit et je me dis, mais c'est toute la côte basque, que ce soit Bayonne, Biarritz. Un coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment un coup de cœur incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué, vraiment, c'est la richesse de la culture, et l'authenticité. Moi, gamin, on m'aurait dit, tu vas faire de la danse folklorique ou parler une langue. Voilà, j'aurais pas... peut-être pas accepté, quoi. Mais quand tu t'arrives ici et que tu vois cette culture, voir ces gamins danser, avoir cette langue tellement ancrée, et en fait tu t'aperçois que c'est les vraies racines, quoi. Et tu te dis, j'ai envie de continuer de vivre dans cette ambiance-là, et respecter, et voilà, je sais très bien que je suis pas basque et que je serai jamais basque parce que je suis pas basque, mais en tout cas j'ai un réel respect, et un profond respect pour cet endroit-là qui est quand même incroyable en France, quoi. Enfin, c'est magnifique. Il ne pas être le seul à le penser parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais c'est quand même une région incroyable, tellement de choses. Comment tu trouves un emploi ?
sur la côte basque quand ça t'arrives. a été marrant. Ça a été pareil. Donc je viens en été, donc je me dis ouais, c'est peut-être un peu surfait l'été. J'adore. Je dis j'avais une semaine de vacances en hiver. Je dis je vais venir voir l'hiver. Si ça me plaît toujours, donc je reviens en hiver et là je préfère même l'hiver. Il y a personne, il y a un temps pourri quand je suis venu, mais j'ai tellement aimé, je me suis senti vivant quoi. Vivant comme jamais. J'étais encore en béquille, c'était un peu. Voilà, c'était. Vraiment, je sortais juste du chaos. Et par le biais de connaissances, j'étais revenu voir. Mon oncle habitait ici déjà, donc c'est chez lui que je venais. Et il me présente son employeur qui me dit il y a une belle joaillerie où il y a des pièces un peu plus, on va dire, un peu plus. Sans être mais un peu plus belle quoi que les autres et c'est cette joaillerie là donc un jour j'y vais et je leur dis écoutez je veux bien venir travailler une semaine pour vous gratuitement juste pour donc ils m'ont dit oui mais l'atelier est vraiment en friche il n'a pas servi depuis des années c'était au pair enfin bon c'était un peu il était à la cave. Et je dis, pas grave, moi, s'il y a un établi, un chalumeau, des limes, je vais pouvoir peut-être faire, si vous me donnez un peu de métal et des choses à faire, je veux bien, voilà, juste pour le plaisir. Et vraiment, c'était ça, quoi. Je pensais vraiment pas en fait, là, j'ai une petite étoile, c'est que je suis venu, donc, une semaine en hiver. J'ai remis l'atelier en fonction et j'ai travaillé une semaine chez eux, donc ils m'ont donné des pierres, des morceaux d'or que j'ai fondus. Enfin, je me suis débrouillé à faire une jolie bague, apparemment, parce qu'elle a été vendue le jour où je devais partir, le samedi. En une semaine. Ils l'ont vendue. Et ils m'ont dit, écoute, tu reviens quand tu veux, à ta place. Il me restait encore une opération à faire, donc la 17e, à Lyon. Et j'ai décidé de venir. J'ai tout mis dans un camion, et puis je suis venu... Le déménagement. Voilà, déménager. Nouveau lieu, nouveau travail. Bonheur, quoi. Ouais, le bonheur quand tu... Voilà, réapprendre à vivre, à marcher, à surfer. J'ai appris à surfer. Pendant 10 ans, j'ai surfé avec mon cousin. Ça, c'était J'ai réappris à vivre et j'ai bossé dans ce... Bon, c'était la cave, mais j'étais à Biarritz. Et donc, quand je sortais, c'était quand même plus sympa que Lyon. Que Lyon. Ou qu'ailleurs, de toute façon. À quel moment tu décides de devenir indépendant ? Alors, entre-temps, ça a été... donc, j'ai travaillé chez eux. Après, j'ai monté... je vais pas te citer de marque, mais j'ai monté un atelier pour une grande chaîne de bijouterie qui est au BAB2. Et en fait, j'ai été débauché par un atelier de la place Vendôme qui venait s'installer au Pays Basque, qui a été à Anglette. Et donc j'ai été débauché par cette société-là où on fabriquait vraiment, on était en étage. Donc on a monté un atelier sur la National List à Anglette, à l'époque qui s'appelait MCJ, et en fait on a monté un atelier de tout ce qui était parure, de chaînes, de bracelets. Donc là j'ai appris l'emmaillement, tout ce qui était mécanique dans la joaillerie, avec un monsieur incroyable, voilà, qui avait des travers, mais qui était très, très, très fort, quoi. Et donc, suite à ça, tu deviens indépendant. Et là, j'ai travaillé 9 ans dans cette société, que pour la place Vendôme. Et à un moment, j'ai voulu partir. Bon, ça a été racheté, il y a eu mais à un moment, j'ai voulu partir. Et là, je travaillais avec mon équipe, avec mon meilleur copain, et je travaillais avec une fille, donc Stéphanie, qui va venir un peu plus tard dans l'histoire, mais moi j'étais chef d'atelier et elle s'occupait, on était indépendants, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les Parisiens sur le dos, ils restaient chez eux et nous on faisait le taf, quoi, et on envoyait la production. Et moi j'ai voulu partir et ils n'ont pas voulu que je parte parce que l'atelier allait... Je pense en avoir un peu de plomb dans l'aile, quoi, du fait de partir. Et j'aurais dit, si je pars pas, je voudrais bien racheter l'atelier tel qu'il est là, quoi. Parce qu'il y avait des machines incroyables. J'ai toujours des machines qui ont 150 ans, 200 ans, sur lesquelles on travaille toujours,
qui appartenait à une grande marque française de bijouterie, joaillerie très connue, la plus connue. Donc j'ai voulu racheter ce matériel-là. Et ils ont accepté, donc j'ai racheté l'atelier avec. Alors j'ai demandé si quelqu'un voulait s'associer avec moi, parce que j'avais pas forcément les moyens de le faire tout seul. Donc personne ne m'a suivi, sauf Stéphanie, qui a dit moi je te suis. Et encore aujourd'hui, depuis 30, ça va faire 30 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à déménager l'atelier à Biarritz et à ouvrir une boutique ? C'est qu'à un moment, le quartier où on s'est développé, on a continué de travailler pour ces grandes maisons. Et puis, à un moment, au bout de 4-5 ans, la mentalité des maisons a vraiment changé. C'est-à-dire qu'on n'avait plus en face de soi, on avait des designers, mais qui venaient pas du monde de la joaillerie. On n'avait plus de directeur artistique qui était vraiment joaillier. Et bien qu'il y en ait encore, mais nous en tout cas, moi je me sentais un peu perdu dans ce monde-là qui me correspondait plus. Donc on a ouvert petit à petit, puis les gens, ça a commencé à se savoir entre Bayonne, Anglette, Biarritz, qui avait un atelier. Donc on a commencé à développer une clientèle particulière qui voulait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'ils nous apportaient leur métal, chose qu'on fait toujours, leur or, on transformait leur or en jaune en or blanc, enfin. On redessine les bijoux, vu que je dessine toujours des bijoux, donc voilà. Et voilà, donc on a développé une clientèle particulière qui venait de plus en plus. Et cette clientèle particulière, elle a tellement augmenté que du coup, on a réduit les grandes maisons. Et puis on s'est dit, à un moment, le quartier où on était, voilà, qui devenait un peu. Ça craignait pas, mais c'était pas le quartier le plus beau d'Anglette. Et donc du coup, on a commencé à chercher à mettre notre atelier ailleurs. Et puis là, on a un ami qui nous dit, écoutez, à Biarritz, il y a un garage moto qui va se libérer, personne ne le sait. Il fait 210 mètres carrés. Donc moi déjà, le garage moto, ça commence à faire tilt. Par rapport à ton grand-père ? Ouais, par rapport à mon grand-père, et puis la aussi culture. Mais déjà, il y avait des motos dans l'atelier d'Anglette au premier étage. C'est-à-dire que je montais les motos. Déjà. Voilà, c'est un atelier un peu atypique, ça l'est toujours, mais c'était pas de la déco, quoi. C'était vraiment. Je voulais me sentir bien où on travaillait, quoi. Et puis, on a eu l'opportunité de reprendre cet endroit à Biarritz. Alors, j'aurais aimé plus Anglette parce que c'est entre les deux, c'est c'est Biarritz. Après, Biarritz, il y a quand même une aura sur le nom qui est connue et reconnue, donc ça nous aide. Faut pas se voiler la face, quoi. Quand tu dis Biarritz, ça, un peu partout, même en Suisse, là, avec l'histoire de nos montres maintenant, Biarritz, tout de suite, déjà, ils adhèrent direct, ils adorent. Donc ça marche plutôt pas mal. C'était pas voulu, mais c'est bien. Et donc, on a repris cet atelier-là qui fait 210 mètres carrés. Et on a le showroom et l'atelier en même temps. Et le prix de l'or qui augmente ou qui baisse, ça donne quoi sur un atelier ? Alors, je pense que nous, on n'est pas les plus impactés parce qu'on fait vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que, on achète de l'or comme les autres joailliers, mais on fait vraiment des pièces atypiques, c'est-à-dire que très souvent, on va dire que 70% de notre travail, c'est la clientèle qui nous apporte leur métal, en fait, et qu'on transforme, en fait. Donc, on peut... donc, ça nous impacte moins que s'il fallait qu'on achète... Je pense que les boutiques, vraiment, boutiques de vente de bijoux, c'est plus compliqué pour eux, quoi. S'ils n'ont pas d'atelier, je sais pas... Enfin, en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure des périodes, ouais. Mais nous, voilà, je touche du bois, ça fonctionne bien et c'est le sur-mesure qui... Donc oui, l'or qui fluctue, oui, ça nous impacte quand même. Bon, on va passer à ces fameuses pièces. Ouais. Tu décides un jour de créer ta propre montre, le modèle Cartel de Gablin. Depuis quand est-elle commercialisée ? Je l'ai conçue il y a 17-18 ans. J'avais déjà fait les maquettes. C'était un hommage que je voulais rendre à mon grand-père, je pense, et en fait, ça va faire 2 ans qu'elle est commercialisée.
Alors, ils ne commercialisent pas de façon traditionnelle. On les commercialise au compte-gouttes et au sur-mesure. On fait du sur-mesure, en fait. Donc, c'est vraiment de la pièce unique. C'est de toute petite série. On peut peut-être même pas appeler ça de série parce que de plus en plus, les gens nous demandent des personnalisations, la customisation. Enfin, donc, voilà, c'est des pièces uniques. C'est des pièces uniques, en fait. Et c'est ce qu'il est. Les gens leur proposent des matériaux différents entre le titane, l'acier et le bronze et l'alu. Là, on en a fait une en or. Là, donc et l'horlogerie, c'est venu. Ça fait un petit moment que ça traîne, parce que j'ai déjà fabriqué 3 montres sur mesure pour un client. Je ne sais pas s'il verra le reportage, mais podcast, mais ce monsieur en fait m'a laissé carte blanche. Il m'a dit j'aimerais que tu me fabriques une montre, que tu me crées une montre. Et alors, j'ai mis 3 ans, ça a été tout à la main, mais j'ai hyper adoré, et je pense que ça revient à construire une moto, une voiture. En fait, c'est hyper technique. La joaillerie, c'est artistique. C'est bien qu'on fasse des bijoux un peu fous, mais ça reste artistique. La montre, il faut vraiment que ce soit... C'est un instrument de mesure, il faut que ce soit précis. Il y a des choses où on ne peut pas passer à travers, on ne peut pas dire, tiens, on va faire ça comme ça parce que c'est plus fun. Mais non, il faut quand même qu'il y ait c'est rigoureux, grosse précision. Ouais. Et donc ce monsieur m'a laissé carte blanche, donc j'ai fabriqué une première montre. Après, il a été ravi. Donc il m'en a demandé une deuxième. Et j'en ai refait une deuxième complètement différente. Cette deuxième a été dupliquée pour un autre monsieur, dans le même esprit, mais c'est pas la même, mais toujours dans le même esprit. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et l'envie d'aller plus loin dans cette aventure, quoi. Et on s'improvise pas horloger comme ça parce que c'est vraiment très spécifique. Mais j'ai été aidé, épaulé, j'ai eu une belle rencontre. Pourquoi avoir choisi le nom Gabeline ? Est-ce que ça a une signification particulière pour toi ? Ah complètement, oui. C'est Gabi, mon grand-père, Gabriel, donc Gab. Et Lynn, c'est la grand-mère de Stéphanie, justement, qui l'a mise à la joaillerie, elle aussi, mon associée. Et qui t'a suivi sur le projet de Gabeline aussi ? Ah oui. Elle a trouvé le projet fou et en fait, c'était dans un moment où c'est pas que la joaillerie nous plaît plus, mais on avait besoin de se ressourcer. On a fait quand même des pièces un peu folles. Je sais pas si on va y revenir, mais on a fait des pièces. Des archers, des épées d'académiciens et tout ça. On a fait 3 épées pour l'Académie française, l'Académie des Beaux-Arts et l'Académie des Sciences. On a fait des archers de violon sur mesure avec un meilleur ouvrier de France en archéterie. Mais c'est le plus bel archer du monde. Alors, il a été estimé, les deux ont été estimés comme les 2 plus beaux au monde, contemporains. Donc à Crémone par des experts, ils ont été essayés. Enfin, ça a été. En fait, notre vie, elle a été faite de rencontres. Et quand tu rencontres la personne qui est passionnée par ce qu'il fait, t'as envie d'aller faire un petit bout de chemin avec, et puis porter ta pierre à l'édifice. Puis là, l'union fait la force. Puis voilà, si ça matche bien. De quoi est composée une Gabeline ? Est-ce que tout est fabriqué dans votre atelier ? Alors, elle est composée de tout ce qui compose une montre, d'un mouvement, donc automatique. Donc, c'est le plus petit mouvement automatique qui existe, haut de gamme. C'est-à-dire qu'il est suisse. Mm-hmm. Donc, ça a été très compliqué d'en avoir pour nous, parce qu'il nous raccrochait au nez, parce qu'on n'était pas connus. Il n'y avait pas assez de modèles. Enfin, on était vraiment tout petits. Mais moi, sans le savoir, en fait, heureusement d'ailleurs que je ne savais pas qu'on n'allait pas pouvoir les avoir, parce que je suis parti bille en tête. Entre-temps, pour la petite histoire, on a intégré un horloger chez nous qui a 40 ans de métier, qui a mon âge, donc qui est lui vraiment horloger, c'est-à-dire qu'il fabrique ses pièces d'horlogerie. C'est pas un assembleur. C'est un peu comme la mécanique. Tu as ceux qui fabriquent des pièces et ceux qui les changent. Lui, il sait fabriquer, il sait changer les pièces. Donc c'est vraiment un horloger. Mais mécanicien, moi je suis le designer carrossier et lui c'est le mécano en fait, en gros. Mais c'est un peu ça, hein. Mais
tout s'est imbriqué, en fait, c'est au confinement où je me suis dit, c'est là où c'est le moment où je peux essayer de travailler sur ma montre. Donc je suis parti bosser tous les jours, je voulais pas rester à la maison à rien faire, donc j'y arrivais pas. Donc j'ai appelé un ami qui a une société d'usinage à Pau, qui travaille dans l'aéronautique, qui fait vraiment des pièces énormes. Et donc je lui ai parlé de ma montre et que j'avais fait les plans et donc lui c'est plus qu'un usineur, c'est vraiment un bon côté ingénieur. Donc à nous deux, moi je lui ai dit ce que je voulais et lui il m'a dit les contraintes. J'ai acheté des montres d'occasion sur eBay avec le mouvement que je voulais, de montres de marque, parce qu'ils ne font que des montres de marque avec ces mouvements-là. Et j'ai acheté le moteur et j'ai commencé à faire ma carrosserie autour, quoi. Et de fil en aiguille, ça a mis tout le temps du confinement à essayer, à refaire, voilà. Après, il a fallu que je fasse faire des verres sur mesure. Donc, on va dire que tout n'est pas fait à Biarritz dans l'atelier, mais je veux dire, j'ai essayé vraiment de réduire. Aujourd'hui, une montre, je ne vais pas être médisant, mais une montre à un certain prix, elle n'est pas faite en France, encore moins en Suisse, et peut-être plus en Europe non plus. Donc, et ça prend appellation de montre française ou si elle est assemblée en France, mais les pièces ne viennent pas de France. Moi, je voulais vraiment que mon mouvement soit suisse, que mon usinage soit fait à côté de la maison, donc je pars tous les mois faire usiner mes boîtiers à Pau, donc c'est le plus loin où je vais, donc c'est pas fou non plus. Et après, tout le reste, on le fait en interne, à part le verre, voilà, qui est un verre saphir qui est dans une société de verrerie de montres. Donc tout est en France, du coup. Mais tout est en France, oui. Et tout l'assemblage, la reprise, voilà, c'est fait. C'est fait à l'atelier directement. Ouais. C'est par toi, du coup. Par moi. Et est-ce que la clientèle d'Origine Atelier a suivi Gablin, du coup, dans ce parcours ? Ça aide. En fait, Origine Atelier, on va dire, c'est la pièce maîtresse. C'est grâce à elle, c'est grâce à la société qu'on a pu faire les montres. Donc, j'essaie de partager mon temps entre les deux. Okay. Je fais toujours de la joaillerie, mais je fais aussi beaucoup d'horlogerie maintenant. Tu divises la semaine en deux, en fait, un peu. Ouais. Ouais, de plus en plus. Ouais, mais en fait, c'est des semaines un peu à rallonge, donc... mais oui, à peu près. Ouais. Il y a 3 jours d'horlogerie. Mais tout ça, c'était obligatoire parce que je pouvais pas... même les cadrans de montre, il fallait les faire à la main. Parce que dans ces métiers-là, il y a beaucoup de ramifications, en fait. C'est pas l'horloger qui fait des cadrans de montre, c'est un cadranier. C'est pas un horloger qui fait les aiguilles, c'est un aiguilleur. Oui. Et en fait, quand tu appelles ces maisons-là parce que tu as besoin d'aide ou que tu as besoin d'avoir de quoi faire, ils te disent mais c'est pas pour 100 montres par an et encore déjà 100 montres. Donc obligé de les faire à la main, quoi. Donc tu te dis ou j'arrête le projet ou je le fais tout seul, quoi. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé de la grille de filtration pour faire mes cadrans. L'or, c'est mon métal de prédilection, donc et puis ça ne s'oxyde pas, donc un peu comme Rolex, donc je fais mes chiffres, mes aiguilles et mes couronnes, mes remontoirs en or à la main. Je reprends tous mes boîtiers. Enfin, tout est fait en interne. Je peux le prouver. Il faut passer me voir, mais je peux le prouver. L'atelier est ouvert à la clientèle ? L'atelier, c'est une boutique, hein, donc oui. Vous pouvez venir à la boutique, nous rencontrer, parler des montres, et donc ça les vitrer et on nous voit travailler derrière. Après, on peut pas faire entrer tout le monde derrière parce que on a c'est par sécurité. Mais après, quand ça me gêne pas de montrer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Gablin, c'est probablement la seule marque de luxe où on peut rencontrer le créateur. Est-ce que ça change quelque chose dans ta relation avec les clients ? Totalement. Alors, seule marque, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on soit très nombreux à montrer vraiment comment on la fabrique. Je ne sais pas si en France, il y en a peut-être, mais je ne suis pas certain. Oui, ça fonctionne bien parce que j'en parle, je pense, pas en tant que vendeur. Je ne suis pas un vendeur de montres. En tant que créateur. Et en tant que créateur et faiseur. Donc, ça fonctionne bien. Et je pense que ceux qui en ont acheté, jusqu'à présent, ils achètent un petit bout de notre histoire et ils viennent
y apporter leur histoire aussi parce qu'on les personnalise. Là, aujourd'hui, c'était pas vraiment parti pour ça, mais là, tout le monde nous demande s'ils peuvent avoir un numéro, un truc à eux dans la montre qui symbolise ce qu'ils sont, quoi. Si tu pouvais réaliser une pièce sans aucune contrainte de temps ou de budget, à quoi elle ressemblerait ? Je pense que ça serait dans la mécanique, dans l'horlogerie, plus, quoi. D'accord. Mais je sais pas, c'est un amalgame de tout, peut-être une moto incroyable. Enfin, je sais. C'est-à-dire, quand on est passionné, on a envie de tout faire, donc c'est compliqué de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans 20 ans dans le monde de l'horlogerie ? Ça serait top que les montres perdurent. J'ai d'autres projets horlogers, toujours avec ce porté vraiment atypique qui est vraiment incroyable quand on la porte. J'en ai une aussi d'ailleurs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le 12 qui est dans la diagonale, qui est décalé. Et donc ça permet j'ai décalé en fait... le 12 parce que ça me semblait ridicule de ramener la montre pour venir voir le 12 là, et sans tourner le poignet. Donc en fait là, je sais l'heure qu'il est, juste un regard sans... Donc c'est vraiment dans le champ de vision. Le 12 est vraiment orienté, on en fait aussi pour ceux qui les portent à droite. Le 12 est orienté dans l'autre sens, quoi. Tandis qu'une montre classique, il faut vraiment bouger le Une poignet. montre classique, quand tu es en réunion, que tu fais ça, déjà t'es grillé, mais même pas que ça, hein. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, alors moi c'était basé sur la moto, hommage à mon grand-père, mais en fait il se trouve que on a un pianiste, on a un conférencier, on a des gens qui sont pas du tout issus de la moto, qui n'ont, ça les branche pas du tout, et qui disent en fait... Ça a vraiment un côté pratique. Ouais, vraiment. Et puis on a eu cette courbe-là, elle a été la courbe du poignet, en fait, a été étudiée par un... Là encore, c'est une rencontre incroyable. Un grand chirurgien de la main qui habite dans la région et qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui nous a calculé en fait la courbe de ses patients pendant 1 an. Il faut vraiment trouver la courbe idéale qui aille à 90% des gens, quoi. Donc on les vend autant, enfin on a autant vendu, pas autant aux femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui la portent. On va réduire. Là, on a un prochain projet, on en a une qui a abouti, qui est plus petite. Une en or aussi, comme tu disais. Et il y a l'or, voilà, c'est l'or qui vient d'être terminé, là, qui est... Voilà, je voulais faire une montre en or parce que c'est un peu le Graal aussi. On fait titane, on fait aluminium. Il y a un monsieur qui nous a apporté un morceau d'avion, un carré d'un avion sur lequel il a volé, qui a été découpé parce qu'il est passé à la réforme. Donc on a sorti 3 boîtiers, donc il a une montre de son propre avion. Ouais. C'est incroyable. Donc ça, c'est ce que j'aime, quoi. C'est les aventures avec les gens en face, quoi. Donc oui, c'est de continuer l'aventure. Hein. On dise que c'est une bonne idée, que vu que personne ne l'a fait et qu'on a fait des recherches d'antériorité, qu'elle perdure et qu'elle devienne une vraie marque, mais pas une marque de masse, quoi. Je veux, moi, enfin, en tout cas, moi, que mes enfants, que nos enfants soient fiers. C'est, enfin, toute ma vie, ça a été ça. C'est une grande motivation. Moi, je pense que ça vient de l'enfance, quoi. Un peu ce que j'ai souffert enfant. Je travaille beaucoup, ils me reprochent de trop travailler. Non, je suis grand-père et j'essaye de passer du temps avec eux, mais c'est vrai que je suis vraiment très, très, très souvent à l'atelier. Et ils me le reprochent, ils m'ont dit qu'ils m'ont pas vu assez, mais surtout ma motivation, c'est qu'ils disent pas « j'ai un père, il a rien foutu de sa vie » ou « c'était un nul », et c'est le truc qui m'obsède. Et je veux juste qu'ils soient fiers de moi, de nous. J'aimerais vraiment, dans 20 ans, qu'il y ait un enfant qui continue. Bon, là, pour le moment, c'est mal parti, mais peut-être que la vie fera que... Il y en a un qui reprendra le flambeau, parce que ça mérite, quoi. Voilà, ça serait déjà énorme. Tu parlais tout à l'heure, du coup, pour Origine Atelier, d'épée d'académicien, d'archer. Est-ce qu'il y a des projets en cours en ce moment ? De pièces atypiques comme celle-ci ? Là, on finit la 3e épée pour l'Académie des Sciences. Déjà, c'est un gros challenge parce qu'elle est très compliquée, celle-ci.
Je suis parti un peu loin avec l'académicien, donc du coup, il faut que j'assume. Des projets en cours, il y en a toujours. Hein, en fait, tout est inspirant, donc je vais même partir même un peu plus loin. J'ai envie de faire des lunettes. Ça fait un moment, j'ai fait quelques montures de lunettes, qui sont dans mes tiroirs, mais c'est un truc que j'aimerais bien reprendre. Mais la montre me prend tellement de temps que pour le moment, c'est vraiment elle qui gère un peu le quotidien. Et toujours la joaillerie traditionnelle des clients. Tous les jours, on renouvelle. Hein. Je peux vous promettre, j'ai plein de carnets de croquis. Je retourne pas voir ce que j'ai dessiné il y a 3 ans. Quoi. À chaque toujours fois, je renouvelle. de l'avant. J'y arrive pas. J'arrive pas. Est-ce que chaque projet a une touche atypique, par exemple comme la montre? Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui, oui, tout ce qu'on fait, c'est un. Alors, il y a des joailliers qui sont créateurs. Hein, je dénigre pas non plus. Mais nous, notre motivation, en fait, c'est de voir les gens et de parler avec eux et de leur faire le bijou qu'ils ressentent. Pas leur imposer un style ou pas leur dire c'est ce qu'il vous faut parce que c'est à la mode. Ou... Vraiment, on prend vraiment beaucoup de temps. Moi, je fais des croquis avec eux. On leur propose des croquis, on leur montre des maquettes, on fait des maquettes pour les rassurer que ça va pas être un truc qu'ils porteraient pas, quoi. Donc, et puis même, il y a toujours moyen de reprendre si jamais il y a un truc qui plaît pas ou s'il y a un petit défaut, enfin pas un défaut, mais un détail qui leur plaît pas, on peut toujours reprendre. Mais le but, c'est vraiment d'amener le plus de le vrai luxe, c'est quoi? C'est de porter ce que portent les voisins parce que c'est à la mode, ou c'est d'avoir son propre style, ou je sais pas, quelque chose qui nous corresponde et qui fait de nous ce qu'on est, quoi. C'est d'avoir son propre style. Mais moi, le luxe, c'est ça. Et aujourd'hui, on est un peu dans une société où il faut être pareil que l'autre parce que c'est. Mais les marques, voilà. Les marques, c'est bien parce qu'il en faut des marques haut de gamme parce que c'est ce qui fait aussi le fleuron de la France, les grandes marques de joaillerie, de horlogerie, de maroquinerie, tout ça. C'est heureusement qu'il y en a, c'est top. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'avoir. J'aime bien avoir mon truc à moi qui me personnalise ou qui me symbolise ce que je suis, quoi. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu as réussi? Non. Non. Réussi, c'est un bien grand mot. On peut toujours plus, quoi. Donc, réussi, ça serait prétentieux de dire que j'ai réussi. En tout cas, je fais tout pour que ça fonctionne et que tout le monde ait à manger déjà en fin de mois, qu'on paye la boutique, le loyer, l'or. Voilà, après réussir, ça veut dire quoi? J'ai réussi à être en vie, c'est déjà énorme. Non, mais ton projet a abouti, tu vois, tu as réussi à mettre ton projet debout. J'ai envie qu'il avance. Aujourd'hui, on est dans une phase plus de communication, à faire comprendre comment elle se porte, parce que c'est hyper compliqué. J'avoue que j'avais pas pensé, mais c'est une montre qui nous regarde, donc du coup, toutes les photos qu'on prend, on a quelques personnes connues qui en portent une. Quand on les voit à la télé... Comme qui? On a Benoît Saint-Denis, on a Florent Pagny. Voilà, donc ces gens-là, quand ils passent à la télé, s'ils mettent une photo, ils sont comme ça, on voit pas Ah oui, complètement. Ouais. Il faut qu'ils comprennent comment elle se porte. Et tant que les gens n'ont pas essayé, et ils s'imaginent pas le confort que c'est. Donc ouais, dans la phase de communication, on ne veut pas être comme les autres. La montre est décalée, il faut que la communication le soit aussi. Donc c'est hyper... on est plus là-dedans, mais moi je suis un simple artisan, donc voilà. C'est compliqué des fois. Et pour finir, si ta vie était une de tes créations, laquelle ça serait? Aujourd'hui, la montre, parce que c'est elle qui me stimule fortement. On arrive de Limoges... on a vu un procédé qui nous plaît bien pour mettre sur nos montres, qui est dans le monde de la F1 et de la MotoGP. C'est d'innover tout le temps. Donc en ce moment, c'est ça.
Mais en joaillerie, ça a été. On a fait une bague végétale il y a quelques années. Donc c'est une bague avec on a un ami bonsaïka qui nous a trouvé la plus petite plante qui pouvait pousser dans un tout petit contenant. Donc on a fait une bague en or et diamant. Et on a enraciné la plante, on a cousu le bulbe, en fait, les racines du bulbe dans un contenant avec sa mousse, sa terre. Et à la poussée, faut l'arroser d'une goutte d'eau déminéralisée par jour. Et à la poussée, il fallait la tailler. Et en fait, les gens voyaient plus. Moi, ce que j'ai aimé avec ce bijou-là, c'est que les gens ne voyaient plus l'or et les diamants qui en fait, dans la tête des gens, est une matière précieuse. Enfin, c'est pas que dans la tête, mais sont des matières précieuses. Là, le précieux, c'était la plante qui poussait au milieu, quoi. Et je pense que c'est la pièce de joaillerie qui m'a le plus... qui nous correspondait le plus et qui moi, m'a le plus touché, ouais. Ben, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était un super moment. On a un petit cadeau pour toi, d'ailleurs. Ah, c'est très gentil, ça. Pendant que tu l'ouvres, on en profite pour remercier Sublime Food, notre partenaire. Pour chaque épisode, Sublime Food, c'est des préparations de fruits lyophilisés qui permettent de réaliser des smoothies faits maison, c'est très bon, facilement et rapidement. T'as aimé la boisson? Ouais. Très. C'est très simple. En plus, pas il suffit sucré. de verser un verre d'eau dans un blinder, de mettre la préparation 100% fruits et votre boisson est prête. Tous les nutriments, vitamines et fibres des fruits sont préservés, c'est sans sucre ajouté et c'est excellent pour la santé. Merci. C'est très sympa. Où est-ce qu'on peut suivre Origine Atelier et Gablin? Sur Insta, on a des sites aussi. Enfin, les deux ont des sites. Alors, on a vraiment séparé les deux, mais il y a le site Origine Atelier. On le mettra dans la description. Voilà, et le site Gablin. Voilà. Ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Apple Music et toutes les autres plateformes de podcast. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn à magme-du-bas-com. C'était Florent Tremonosa sur Magma Voix Haute. Ciao. Ciao.